Fred Savard avec vous pour ce 15e épisode de la balado. Je ne suis pas seul. Souvent, je commence les épisodes en faisant une petite intro là, dans la moiteur de mon studio, seul, le soir. Mais là, non. Hélène Faradji, bonjour. Salut, Fred. Ça fait longtemps. Évidemment, vous m'invitez plus. Ben non, mais c'est pas pour ça. C'est non, que c'est pas vrai. on est bousculé par le calendrier. Et on a Francine Pelletier avec nous également. Oui. Bonjour. Bonjour. Francine, vous êtes ici parce que vous avez publié, à l'automne, je crois, L'art de se mouiller. Chronique pour nourrir le débat, qui était, dans le fond, une sélection de vos chroniques au devoir. C'est ça. Parce que vous avez été chroniqueuse à la presse avant. Vous avez fait de la télé aussi, au National. Oui, et au Point aussi. J'ai été Ouais. correspondante à Québec pour le Point, à Radio-Canada. Donc, j'ai fait de la télé pendant 8 ans. Oui. Et vous avez fondé aussi un magazine, on va en parler tantôt. Parce que là, Hélène, étant Hélène, elle veut commencer. Oh, tout le bah temps. oui. Vous me connaissez, hein. Toujours la primaire. Bah oui. La primaire. Et là, vous m'avez envoyé 2 extraits, Hélène. Je sais, vous Et êtes... un titre, un Ouais. sujet, puis j'ai pas fait le lien. Ah ben c'est pour ça que je vais vous faire une chronique pour que vous puissiez Ok. faire le lien. Mais avant même, Fred, Oui. bonne année. Ah oui, Ben oui, bonne année. On- Je suis pas en avance. on peut encore? On peut encore, tant qu'on... A priori jusqu'au 31 janvier. Ah, ok, bon. Donc, je me suis dit, je voulais quand même faire un petit vœu Oui. avant qu'on commence. En fait, 2 vœux. D'abord, évidemment, longue vie et prospérité à la balado. Oui. Hein, Ça, c'est c'est les normal. auditeurs, c'est dans les mains des auditeurs. Voilà. Mais surtout, ensuite, celui que notre ministre de la Culture n'hésite pas à copier en 2023. Ouais. J'invite au plagiat pur et simple parce que je suis tombée sur une info qui, moi, m'a fait trembler de bonheur et que je ne rêve plus maintenant que de voir importer ici. Ça se passe en Allemagne. Et en Allemagne, on a décidé de soutenir l'industrie culturelle en offrant à chaque jeune un passeport de 200 € Ah ouais. qui s'appelle le Kulturpass. J'adore. Kulturpass. Kulturpass. Ah ouais. À dépenser donc en livres, films, spectacles, poésie, peu importe du moment que c'est culturel et que ce n'est pas sur une grosse plateforme. Wow. C'est un principe qui existe déjà en France, en Espagne, maintenant en Allemagne. Alors c'est mon vœu pour 2023, cher ministre, mettez-nous Mais ça en place c'est le extraordinaire plus pour vrai. rapidement Wow. possible. C'est cool, hein? Ben oui. 200 Wow. €. Ça pourrait être 200 $. On pourrait même décider Non, mais attendez, 200 €, ça fait à peu près 250, 270 à peu près. 270. Ben, imaginez si en plus on mettait la règle qu'il faudrait que ce soit dépensé sur la culture québécoise. Oui. Ce serait Sauf formidable. que là, il y aurait un débat. Qu'est-ce que la culture québécoise? qui est produit avec des sous Et là, il y québécois. aurait une commission parlementaire et la passe verrait le jour dans 4 ans. Appelez-moi, monsieur le ministre, j'ai des idées, je sais Ok. comment on met ça en Oui. place. Bon. Bon, mon sujet de la semaine, Fred. Oui. J'ai lu un article. Ça arrive pas souvent, mais j'ai lu un article en entier. Article apparemment banal, mais qui me trotte dans la tête depuis, au point que j'ai voulu, pour cette première chronique de 2023, m'en servir comme un point de départ pour une réflexion sur notre rapport à la célébrité. Oui. Parce que je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là. Donc, l'article, il est paru le 5 janvier dernier sur le site de slate.fr. Il est signé Hélène Pagesi et il s'intitule « La mort d'un musicien peut davantage nous affecter que celle d'un proche ». Alors, ça dit musicien, mais une fois qu'on a lu, oui. on peut dire n'importe quel artiste, hein, les ressorts sont les mêmes. Et puis, même si on est juste au début de l'année, il y a moyen de la vérifier, la théorie, parce que quelle hécatombe, hein? Jeff Beck, oui. Russell Bank, auteur de The Sweet Hereafter, le seul vrai bon film d'Atom et Goyan, ceci expliquant Oh sûrement là là. cela. OK. Lisa Marie Presley, Oui. Pelé, l'immense cinéaste expérimental Michael Snow, Vivienne Westwood, Gina Lollobrigida, les urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les films qui ne sont pas Avatar, l'UNEC, Hydro-Québec, tout ce qu'il en reste, name it. Bref. Donc dans cet article, on nous explique avec beaucoup d'intelligence pourquoi c'est plus que normal de ressentir une tristesse bien réelle lorsqu'un artiste qu'on aime décède. Moi, je vous le dis tout de suite, quand Scorsese va mourir, je vais être en dépression majeure pour quelques semaines. Ah. C'est évident. Moi, ça va je être le sais. Plume de traverse. Bon, ben voilà, on Je peut vais pleurer. voilà, on Moi, va. je pleure plus depuis plusieurs années, mais quand Plume va mourir, je vais pleurer. Eh ben, c'est normal de ressentir ça parce que cette relation qu'on peut avoir avec un artiste, elle est souvent basée sur plusieurs choses. Alors, il se peut qu'on associe
une personne de notre entourage, de qui on est proche, avec qui on partagerait un souvenir commun autour de cet artiste. Par exemple, je sais pas moi, avec votre grand-mère, vous écoutiez du Michel Aznavour. Quand Aznavour est mort, ça vous a rappelé votre grand-mère, donc vous avez été plus ému que prévu. Est-ce que j'ai écouté du Michel Aznavour avec ma grand-mère? Je ne sais pas. J'ai dit Michel? Oh non! Ce fameux artiste underground français. Charles! Ah oui, bah, ça se peut aussi. Ça se peut. Je pense peut-être que vous vouliez dire Michel Polnareff. Non, je voulais dire Charles Aznavour, okay, mais bon. Ça peut être Michel Polnareff, ça peut être Michel Aznavour, ça peut être Charles Polnareff, peu importe. Là. Bon, l'idée, c'est ça, c'est que vous l'associez à quelqu'un de votre entourage. Il se peut aussi que l'œuvre de l'artiste soit associée à un moment de grand questionnement personnel. Hein. Qui n'a pas pleuré sa vie sur une chanson triste à l'adolescence lors de sa première peine d'amour en disant « Non, mais tu comprends pas, là, cette chanson a été écrite pour moi. Je pourrais plus jamais aimer. Je pourrais plus jamais. C'est comme s'il lisait dans ma tête. » Ben moi, c'était « Nothing Compares to You » de Prince. Oui. Puis quand Prince est mort, ben, ça me l'a renvoyé en pleine face. Puis on va l'écouter juste pour le fun. It's been 7 hours, 13 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, Ah oui. Ah, les frissons. Je le sais hein, que c'est Sinéad O'Connor. Puis, non, c'est de Family. Hein? La première diffusion sur un album, le premier enregistrement de cette chanson-là, c'est sur un groupe créé par Prince. Un jour, je vais faire un épisode sur Prince. Oh oui. Prince était un artiste extrêmement prolifique, à un point tel que sa compagnie de disques lui a dit « Non, là, tu fais... » C'est fini. Non, mais c'est que tu peux pas sortir 3 albums par année. Alors, il a créé des groupes, il a engagé du monde, il a créé des groupes, et c'est lui qui enregistrait les albums. C'était ses compositions. Il jouait de tous les instruments et il laissait chanter. Et il y a un groupe qui s'appelle The Family qui a eu un album et cette chanson-là est sur cet album-là. Mais elle a été rendue populaire par Sinéad O'Connor, évidemment. Tout à fait. Mais bref, donc, quand Prince est mort, j'ai eu de la peine et c'était parfaitement normal puisque musique, film, livre, peu importe, ça participe de notre construction, en particulier à l'enfance et à l'adolescence. Mais Plume, moi, c'est l'adolescence. Voilà, c'est ça. Ça façonne notre identité sociale. Hein. Dis-moi ce que t'écoutes, je te dirai quitter. Ça peut se faire très rapidement. Ça aide à se connaître soi-même. Et donc, quand la personne qui est responsable d'avoir créé cette œuvre, qui est devenue une part de nous-mêmes, quand cette personne-là meurt, ben forcément, on peut être enclin à vivre un deuil. C'est nous un peu qui meurent aussi. Voilà, exactement. Sauf que c'est pas tout à fait le même deuil qu'on vit que face à la disparition d'un proche. Parce que cette relation à l'artiste, elle fait partie de ce que Donald Horton et Richard Wall, deux sociologues américains, ont identifié dès 1956 comme une interaction parasociale. C'est-à-dire une relation qui est sans lien réel, qui est à sens unique. Hein, on est seul dans cette relation. Oui. Prince, il s'en foutait que moi, sa chanson, elle me parle comme si j'avais l'impression que c'était pour moi. Lui, il n'avait aucune idée. Mais cette interaction parasociale, elle a un effet bien réel sur celui ou celle qui la vit, c'est de lui faire développer un sentiment de proximité, une véritable affection pour l'artiste en question. Alors, tout ça est normal, c'est même sain, mais je me demande si on n'est pas un peu comme dans Misery, c'est-à-dire que nos interactions parasociales nous ont rendus un petit peu zinzin. Hein. Pour le dire autrement, notre rapport à ces célébrités, j'ai l'impression qu'il s'est pas mal perverti au point de nous rendre collectivement malades. Et vous avez remarqué, subtilement, j'ai glissé du mot artiste à célébrité. Oui. Hein, parce que c'est pas pareil. C'est un des premiers problèmes, je pense. C'est qu'on a commencé à développer des interactions parasociales, non plus avec des artistes qu'on connaît grâce à leur production, mais avec des célébrités. Et qui atteint cette célébrité aujourd'hui, Fred? Hein? Ah, c'est un quiz? Ouais, c'est un quiz. Ah, ben je dirais les Kardashians. Voilà. Céline Dion. Mais Céline Dion, c'est une artiste quand même. Mais c'est souvent des gens qui ne sont... Mais c'est une interprète. On va pas partir ce débat-là. Là. Hein? Non.
Aujourd'hui, les célébrités, ce sont souvent non plus ceux et celles qui font, même si bien sûr ça existe encore, mais ceux qui arrivent à attirer l'attention. Peu importe comment, même si c'est pas de leur fait. Hein. Oui, donc les vedettes de télé-réalité, aussi nos politiciens, oui, tout à fait. aussi certains artistes. Je veux pas enfoncer le clou, mais si on se souvient d'Arlette, réalisée par Marie-Lou Wolfe, sortie l'été dernier, personne n'a vraiment parlé du jeu de Marie-Pierre Morin. Je vous le dis, si vous voulez le savoir, c'était au mieux fonctionnel. Mais tout le monde a parlé de cette présence de Marie-Pierre Morin dans un film parce que... Tu donnes des conseils d'allaitement maintenant. Ah, ben pourquoi pas. À virer bout pour bout. C'est quelque chose. Tant qu'il n'y a pas de coke dedans, a priori, ça va. Donc, elle s'est placée involontairement ou volontairement, peu importe, au cœur de notre culture, pas en raison de ce qu'elle produisait, mais de qui elle était, de comment elle attirait l'attention. Et c'est là que notre interaction parasociale, elle prend l'eau aussi, parce que dans sa définition classique, elle normalise un sentiment très fort d'affection pour un artiste qui produit, mais qu'est-ce qu'elle devient quand elle se développe face à quelqu'un qui ne produit rien? Je pense que ça devient malsain. Et j'en veux pour preuve les réactions de monsieur et madame Tout-le-Monde face justement à une Marie-Pierre Morin, ou encore plus probant, face au passage de Julien Lacroix à l'émission de Stéphane Bureau. Je ne l'ai pas regardé. Moi non plus. Mais j'ai vu les commentaires. Non plus. Voilà. OK, mais on va en reparler. Parce que... Oui, on va en reparler. Mais j'ai vu les commentaires, Fred. Et ce qui ressortait, c'était beaucoup méchant Monsieur Bureau, qui n'a pas laissé Julien parler comme il voulait, qui était trop agressif, trop coupant, et ça suffit, il n'a pas été condamné, il a bien droit à une deuxième chance. Vous en voulez un vrai commentaire? Allez. Je me demande pourquoi Stéphane Bureau est agressif à interviewer Julien Lacroix. Il y a quelques années, les agissements de Julien Lacroix auraient été ignorés. Le Devoir s'est donné de l'importance en salissant la réputation d'un homme connu. Voilà, c'est mon opinion. J'ai un fils de son âge et un jour, il m'a dit « Maman, on n'a plus besoin de dévêtir les filles. Elles nous montrent tout d'elles. Ils n'avaient pas tort. Les jeunes boivent trop et se droguent en plus. On devrait responsabiliser les parents avant tout. » Et on n'ira même pas dans le fond. Mais ça, c'est un commentaire un vrai de vrai. Téléspectateur. Oui, absolument, d'une madame. Oui, d'une madame. Donc, on n'ira même pas là-dedans parce que c'est beaucoup trop décourageant, mais on va quand même souligner que ces commentaires, ils viennent justement de cette interaction parasociale. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent Lacroix ni d'Ève ni d'Adam, mais qui se sentent investis de la mission de le défendre. Presque comme s'il faisait partie de leur famille, comme si c'était un proche, mais qui clairement voient dans sa personne, celle de Julien Lacroix, un élément de construction de leur propre identité. Cette madame-là, c'est en tant que parent. Hein, elle voit ça comme son propre fils. Et il y a de quoi se poser des questions, parce que si avant, on prenait la défense de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'était pour défendre sa production. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour défendre sa personne. Je rappelle que Julien Lacroix n'a pas produit un seul numéro d'humour depuis un bon bout, en tout cas pas pour lui. Et que cet attachement que certains ressentent pour lui au point de se brouiller avec d'autres, parfois même de leurs proches, il vient d'ailleurs. Il vient de ce changement de paradigme qui est, je pense, une dévalorisation du faire. Avant, il fallait faire, il fallait créer pour devenir l'objet d'une interaction parasociale. Maintenant, il suffit d'être. Et plus on saura médiatiser cet être, plus ces interactions vont être nombreuses et souvent violentes. Et ce qui est plate avec ça... Mais Hélène, j'ouvre une parenthèse, c'est que cette théorie du parasocial a été développée dans les années 50. Les médias sociaux, j'imagine... Et oui, ça change tout. Parasitent un peu ce rapport, parce qu'il y a un élément de distance qui est important. Moi, avec, mettons, Plume la Traverse, c'était l'adolescence, là, je découvrais une voix que j'avais jamais entendue dans la chanson québécoise, puis il parlait de choses... Il y avait une attitude qui était en moi... mais c'était via un disque. Exactement, c'était via sa production. Oui, c'est ça. Mais je dis, j'avais pas accès à lui. Je pouvais pas y écrire. Je pouvais pas. Alors que là, on a accès à tout. Au-delà de la production. Mais oui, et c'est probablement problématique. Peut-être que les artistes devraient réfléchir un peu à leur utilisation des réseaux sociaux parce que ça vient avec des conséquences très réelles sur nous, pauvres plebs. Pauvres mortels. Pauvres mortels. Et ce qui est plate avec tout ça, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, être fan, ça a un peu perdu ce côté rigolo, léger, ce côté c'est mon artiste préféré, puis je te parle plus si t'aimes pas sa chanson. Hein. C'est devenu quelque chose d'un peu plus sectaire, qui dérive souvent vers si tu l'aimes pas lui ou elle, je vais te casser la gueule.
Souvent, on peut aussi lire Crise d'importé, Maudite Gogo Schwock, Ouais. Tu mérites de mourir, etc., etc., etc. Bon. Ce qui est plate, c'est qu'à force de devenir presque possédé par ces interactions parasociales du démon, ben, on voit plus le reste. Hein. On voit plus ceux et celles qui ne savent pas faire parler d'eux, qui ne savent pas être publiquement, ceux qui n'engendrent pas ces relations parasociales, ceux et celles qui ne sont pas des célébrités. Je pense par exemple à Alice Diop, réalisatrice d'un film majeur qui s'appelle Saint-Omer, 2 fois primé au dernier festival de Venise, malgré son pas de vedette. Un film fort, tendu, puissant, où en un quasi-plan fixe sur son visage dans un tribunal, une jeune femme accusée d'avoir tué son bébé de 15 mois répond aux questions d'un procureur, d'un avocat. On va écouter un petit bout de la bande-annonce. Alors j'allais sur la plage. Madame Colli, savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Rama? Ça avance, ton nouveau roman? Bonne mine. J'ai grandi avec ma mère. Nous sommes très différentes. C'est très intriguant. Saint-Omer, notez-le, ça vaut vraiment la peine. Et c'est pourtant un film dont personne ou presque n'a souligné la sortie ici au Québec, alors que, Il va falloir s'en occuper. sous nos yeux ébahis, il fait naître une actrice majeure, je ne veux pas me tromper dans son nom, Gouslagi Malanga, qui est d'une rigueur, d'une droiture à couper le souffle, Fred. Vraiment, Ouais. si Wow. vous avez un film à voir en ce début d'année, Ouais. c'est celui-là. Mais je pense aussi, Fred, à tous ceux, à celles qui luttent chaque jour pour l'égalité homme-femme, contre les abus, et qui ne seront jamais invités au monde à l'envers. Et puis je pense à Majid Reza Ranavar, à Mohsen Shekari, à Alirez Akbari, à Mohamed Mehdi Karami, tous pendus par le régime irakien au cours des dernières semaines, et qui, si collectivement il nous restait quelques onces de décence et de dignité, auraient dû faire naître chez nous ces interactions parasociales. Parce qu'ils n'ont peut-être pas produit d'œuvres d'art, mais ils ont créé de l'espoir en luttant pour que tous et toutes nous ayons droit à une vie juste et libre. Bonne année, Fred. Vous commencez fort? Hélène? Toujours, toujours. Comme ça, après, ça descend. Je peux commencer haut, Oui, puis c'est ça. en chute libre après. Francine Pelletier, Oui, ça va bien? tout va bien, je Bon, crois. je vais vous le dire d'emblée, je suis pas le plus grand fan des recueils de chroniques Moi qu'on non plus. publie. Ah non? Ou non? Ah, je trouve ça intéressant, moi. Ouais. Moi mais... non plus. Non? Non, non, j'ai toujours trouvé... J'aurais pas pensé faire publier mes chroniques n'eût été de la situation qu'on connaît, n'est-ce Oui. pas? Le départ Oui. un peu brutal du Devoir en février, presque il y a 1 an, en Ouais, fait. c'est vrai. Je trouve que les chroniques, c'est fait pour coller à l'actualité. En fait, c'est moi j'écrivais mes chroniques dans ce sens-là. Oui. Et donc, quel intérêt? Who cares Ouais. quand c'est publié en pièces détachées 1 an, 3 ans, 10 ans plus Ouais, tard? ouais. Mais ici, il y avait un contexte plus large qui, Oui. je pense, le justifie. Tout à fait, tout à fait. Puis ça m'a étonné, puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous lisais, cela dit, pas systématiquement, mais très souvent. Souvent, j'étais d'accord, des fois, non. Mais en fait, c'est que là, l'art de se mouiller, qui est le titre de ce recueil de chroniques, nous permet de se replonger dans... C'est 9 ans de chroniques. C'est juste le devoir, hein? C'est Juste le beau, devoir. chronique au devoir. Oui, Bon, oui, c'est oui. ça. Donc 9 ans, 9 ans. ça nous ramène à 2014. 13. 2013, voilà. Bon. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé, mais pas tant. Mhm. Mais moi, je vais revenir à votre parcours en premier lieu. On l'a dit en début d'épisode, vous avez travaillé à la télé, entre autres, sur des émissions d'affaires publiques, de National, de Fifth Estate. Oui. À PBS? J'ai fait de la... Oui, il y avait une émission qui s'appelait The Editors, Ouais. qui était en fait réalisée par un Canadien Ouais. qu'on tournait à Montréal. Ah ouais. Et j'ai participé à cette émission par 1 ou 2 ans. OK, OK. Et vous avez fondé le magazine La Vie en Rose. Une des fondatrices. Oui. Qui était avec vous à cette époque? Alors, il y avait Sylvie Dupont, Lise Moisan, Ariane Aymon. Hélène Penneau? Hélène Penneau est arrivée peu de temps Parce après. que moi, j'ai connu Hélène dans le temps des apartistes et j'ai un souvenir extraordinaire d'Hélène Penneau qui était tout un numéro.
Tout à fait. Vraiment une personnalité incroyable, puis qui organisait des spectacles, souvent dans des bénéfices. Elle nous invitait, puis j'ai toujours bien du fun avec Hélène. Moi, j'ai un souvenir vague, évidemment, de 1980-87, La vie en rose. J'étais pas le lectorat, j'étais un jeune adolescent. Parlez-nous un peu de l'importance qu'a eu ce magazine. Eh bien, malgré le fait qu'on est arrivé sur le tard, parce que le magazine a été créé en 1980, Ouais. donc on ne le sait pas à l'époque, mais le féminisme est en train de piquer du nez. Ouais. C'est une époque, c'est-à-dire c'est une décennie assez cruelle. Les années 80, tout change. Oui, Hein? oui. On était on était évidemment dans l'esprit des années 70. La vie en rose, le mouvement des femmes a été vraiment porté et éclaté au grand jour à la fin des années 60, surtout 70. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons conçu le magazine, ne sachant pas que tout était pour changer. Est-ce que le référendum, la déprime référendaire, parce que c'est 1980, a joué un peu? Parce que j'ai l'impression que culturellement et socialement, il y a une espèce de vacuum après le référendum. Non, pas. En tout cas, Pas au niveau du féminisme? Pas au niveau du féminisme ou de la vie en rose, parce que, comme beaucoup de groupes de gauche à l'époque, j'en parle en ce moment dans l'autre livre que je suis en train d'écrire, on était on faisait un peu nos snobs par rapport à l'indépendance. Ah ouais, hein? C'est-à-dire qu'on avait une certaine... on était évidemment très intéressés, mais je ne me souviens, on n'en a pas parlé dans le magazine comme tel. On était tous convaincus tout le monde allait voter oui, c'était clair, mais on ne voulait pas être les meneuses de claques du gouvernement. Ouais. On leur disait, on est pour vous, on a voté pour vous, mais on fera pas votre propagande. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Donc, la déprime, je pense, il y a eu une certaine déprime, mais je pense que personne ne s'attendait vraiment à ce que le référendum soit gagnant. Ouais. Donc, la déprime, pour moi, elle est passée assez vite. Okay. Vous rappelez, en fait, dans La vie en rose, vous réclamiez le droit, je pense que c'était un peu votre, je ne sais pas si on peut dire slogan, mais le droit de vous écarter de la ligne juste. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça voulait dire que, comme toutes les idéologies, tous les mouvements idéologiques, notamment de gauche, parce qu'en fait, ce sont surtout des mouvements de gauche, les mouvements idéologiques. La droite se prétend de ne pas en avoir d'idéologie. Il y a toujours un refrain, n'est-ce pas? Ouais, il y a toujours musique. Il y a toujours les grands principes, et une des grandes difficultés de participer à ces mouvements-là, quel que soit le mouvement, le syndicalisme, le féminisme, l'environnement, etc., il est très difficile de savoir quand est-ce qu'il faut changer de refrain. Tout le monde veut répéter la même affaire pendant année après année. Alors ça, c'est une chose, mais aussi il y a la ligne juste, c'est-à-dire par rapport à certains enjeux, il faut penser de cette façon et non de cette façon. Par exemple, je pense que quiconque était féministe à l'époque qui aurait été contre l'avortement était absolument contre la ligne juste. Ouais, tout à fait. C'est drôle parce que je me demande si c'est pas le résultat de ça qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que la ligne juste, bon, je comprends, c'est important aussi d'avoir une liberté de penser, mais ça garantit aussi une espèce de cohésion dans un mouvement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression notamment dans le mouvement féministe, c'est une espèce d'atomisation de petites revendications qui ont du mal à se mettre ensemble, qui ont du mal à la retrouver, justement, cette ligne juste, qui a des défauts, mais qui, en même temps, peut-être garantit un truc plus collectif. Oui, mais c'est qu'à l'époque, on déblayait les grandes questions, là, que ce soit la question de l'avortement, le droit de disposer de son corps, ce qui a été absolument capital au mouvement des femmes, ensuite la question de la pornographie, de la violence conjugale, etc., l'égalité dans le travail, etc. Tout ça était mis sur place et ça nous aidait évidemment à revendiquer des choses très concrètes, mais ça faisait aussi qu'il y avait une bonne façon de penser et une mauvaise façon de penser. Et ça, c'est toujours un peu un piège. Donc on était c'était des grands chantiers, en fait. La perspective n'était pas, comme Hélène le dit, d'aller dans les choses un petit peu plus spécifiques. Bien, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses spécifiques, mais il y avait certaines priorités. Ouais. Alors, comme je les ai nommées, la question de l'avortement, c'était numéro 1. La question de la violence en était une. L'égalité au travail. On essayait de déblayer la place pour permettre aux femmes
d'être l'égal Ouais. des hommes. Ouais. Et ça voulait dire avoir droit au travail aux mêmes conditions, etc., etc. Ben, ça a bien marché. Ça a assez bien marché. Dans le recueil, il y a la chronique parue en 2019, Le message du 6 décembre. Moi, j'ai appris... J'avais oublié qu'il y avait une lettre écrite par Marc Lépine. Et vous étiez une des 19 femmes dont le nom a été répertorié dans cette lettre-là. Et d'ailleurs, dans mes recherches aussi, pour préparer l'entrevue, j'ai su que vous-même avez fait pression pour une diffusion publique de cette lettre-là. Oui, et tout à fait. Ben, écoutez, quand j'ai découvert que effectivement mon nom était sur la liste, je l'ai appris le jour que la lettre, cette partie-là de la lettre a été publiée, a été coulée à la presse à peu près une semaine après le drame. Et c'est mon rédacteur en chef, Alain Dubuc, qui m'a appelé chez moi le matin en disant « As-tu lu le journal? » J'ai dit « Non. » Il dit « Ben, prépare-toi parce que tu vas trouver ton nom. » Et bref, alors... Et j'étais assez en furie, d'abord parce que, faut connaître toute l'histoire, c'est que la police de Montréal a venu jusque-là, et en fait a toujours maintenu cette ligne-là, a refusé, dès le premier soir, le lendemain de la tuerie, ils ont refusé de publier, de dire... Voici ce qu'on a trouvé épinglé sur le corps de Marc Lépine. Il a pris la peine, quand même, là. Oui, il a pris la peine d'écrire sa note pour dire voici, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Il le met pour qu'on soit sûr de le trouver. Ben oui. Et la police décide que c'est pas ça devrait pas être publié. Soi-disant au nom du fameux copycat, là, on a peur de donner des idées aux détraqués, etc., etc. Mais, alors, la partie importante qui nous donnait un certain éclairage sur le plus grand drame qui a eu lieu au Canada, au Québec, depuis fort longtemps, on le tait et on coule à la presse le nom. Alors, ce qu'il avait écrit en post-scriptum, c'est ont failli mourir aujourd'hui. Et là, il a mis simplement le nom de femme. Beaucoup de noms qu'on connaissait, comme le mien, parce que moi, je publiais dans la presse, des noms de syndicalistes, Monique Simard, une femme ministre, et des noms qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et qui se sont avérés le nom de policières qui venaient de gagner un match de soccer, je ne sais trop, contre leurs collègues masculins. OK. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert. Et là, j'ai décidé, moi, je veux savoir ce que ce jeune homme-là a pensé et a écrit avant de faire l'innommable. Il me semble que là, j'ai encore plus le droit de le revendiquer, de le demander. Mais évidemment, la police m'a refusé. Ensuite, je suis allée à l'accès à l'information et à ma grande surprise, ils m'ont refusé aussi. Donc, j'avais plus d'autres recours. Et 6 mois plus tard, c'est-à-dire presque 1 an jour pour jour du premier anniversaire de Polytechnique, j'ai reçu anonymement par la poste, chez moi, la lettre en question. Et je me suis dit, il y a quelqu'un à la police qui m'aime. Vous n'avez jamais su qui avait envoyé? Je ne l'ai jamais su. J'aimerais tellement ça le savoir un jour, mais bon, ça fait... Je ne suis pas sûre de jamais le découvrir. Et quand vous recevez la lettre, comment on se sent quand on sait qu'on a été... Là, vous disiez dans la chronique, vous n'avez jamais eu vraiment peur par rapport à ça, mais j'imagine quand même... j'ai compris qu'il faisait de l'esbrouf. C'est-à-dire qu'il essayait d'épater la galerie en disant « Attention, je suis dangereux. » Mais il a quand même tué 14 femmes. Mais comme je le dis ici, c'était vraiment un meurtrier de masse classique, Marc Lépine. Il songe à son affaire, il y a un plan dans la tête. Tout ça est pour sa notoriété. Et ça va être une fois. Mais ça va être une fois, puis ça va être sur la place publique. Un tueur en série, c'est aussi pour sa notoriété, mais c'est exactement l'inverse. Il fait ça caché, un par un. Du temps se passe. Alors, il n'était pas il aurait fallu être un meurtrier en série et un meurtrier de masse, ce qu'il n'était pas. Non. Et vous rappelez aussi dans ces chroniques sur le 6 décembre 1989 que, dans le fond, Marc Lépine ne détestait pas les femmes. Il détestait les féministes. Oui. C'est quand même il y a une nuance importante. Oui. Je trouve que c'est la nuance qui nous a toujours échappé. Dans un premier temps, évidemment, ce qui nous échappait surtout, c'est qu'on a fermé la porte sur toute
toute analyse politique ou féministe, disons, de la tuerie. Oui. On voulait simplement régler la question comme c'est un fou, Mark Ouais, Lépine. c'est un geste isolé. Il faut être fou, c'est un geste isolé. Donc, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas un reflet de la société que nous sommes. On a fini, ça a pris 20 ans, ça a pris beaucoup. Moi, je pense qu'un point tournant, ça a été le film de Denis Villeneuve, Polytechnique, il y a 20 ans plus tard. Oui. Et ensuite, au 25e anniversaire, tout le monde était sur la colline, sur le Mont-Royal, le directeur de police, le monde de Polytechnique, les politiciens pour dire ça a été un horrible crime contre les femmes. Ouais. Mais ça a pris des années avant qu'on dise ça. Mais ce qu'on disait, c'était un crime contre les femmes. On ne parlait toujours pas de féminisme. Ouais. Alors que Mark Lépine, c'est l'intérêt de sa note. Il dit les féminismes ont toujours gâché la vie et j'ai décidé aujourd'hui de les envoyer ad patres. Et il explique plus ou moins, là, c'est un peu ridicule son explication. Ils se prennent pour des hommes, ils veulent tout avoir, etc., etc. Mais pour l'avoir, vraiment, j'ai réfléchi tellement à Mark Lépine. J'ai couru après sa mère pendant des années. J'aurais donné n'importe quoi pour faire une entrevue avec cette femme-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéressait de rencontrer cette femme? Ben parce que d'abord, c'est un drame épouvantable d'être la mère d'un jeune homme qui décide de tuer des femmes. Ouais. Et je savais parce que j'ai quand même fait beaucoup de travail, j'ai fait des reportages pour le 50th State, notamment au 10e anniversaire. Et je sais qu'il n'aimait pas sa mère et il détestait sa sœur, qui le narguait continuellement. Sa mère était... il a décidé de prendre la partie de son père, qui est parti de la maison jeune, qui était un homme violent, etc., et d'en vouloir à sa mère, qui était obligée d'aller travailler. C'était une infirmière qui n'était pas beaucoup à la maison, et sa sœur aînée qui l'humiliait. Pour moi, je me pose la question, qui lui a gâché la vie? Ce sont probablement... il considère que sa sœur et sa mère n'ont pas été là pour lui, ne l'ont pas aimé, et par conséquent, ils en veulent à des femmes fortes, des femmes qui prennent beaucoup de place, et c'est le féminisme qui l'attaque. Et pour moi, ça a toujours été clair que c'est pour la première fois, je le vois beaucoup plus clairement maintenant, on commence à en parler maintenant, mais on a souvent pensé que le problème du féminisme, c'est que les femmes seraient des voleuses de jobs, puis les gars ne prendraient pas ça. On a très bien pris au Québec comme ailleurs, que les femmes deviennent des ingénieurs, puis des contremaîtres, puis tout ça. Le problème, c'est qu'au moment où les femmes ne sont plus sexuellement disponibles pour les hommes, c'est ça, tout le MeToo, toute l'épidémie d'agression sexuelle, c'est cette... vous pouvez faire n'importe quoi, mais laissez-nous... Vous objectifiez. Laissez-nous avoir... On veut encore avoir accès à l'intimité homme-femme. Oui. Et on veut surtout tout le mouvement des incels, c'est ça? Absolument. Ils en veulent aux femmes qui leur donnent pas des rapports sexuels, qui leur retirent leur faveur sexuelle. Et donc, pour moi, Mark Lépine, ça a été un précurseur là-dedans. Vous rappelez dans une de ces chroniques, de cette section, parce que c'est divisé en thématiques, que dans le fond, on a sous-estimé le coût personnel du féminisme. On a tendance à croire qu'en changeant les lois, les structures, tout le reste tomberait en place. Puis c'est intéressant parce que ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Quand on change les règles, les structures, sur la façon que les gens vivent, ben souvent, les résultats ne sont pas toujours là. Puis vous rappelez que c'est plus compliqué. C'est un nouveau champ de bataille qui est devenu individuel. Est-ce que c'est pas aussi, là, je vais faire de la socio à Saint-Saëns, là, mais c'est pas un peu aussi une résultante du néolibéralisme, dans le fond, qui a colonisé nos rapports à nous? C'est difficile de se battre collectivement, même à ce niveau-là. Mais ça a toujours été compliqué de se battre. En fait, on n'a pas les moyens de se battre à un niveau personnel. Je veux dire, toutes les grandes luttes, ce sont des luttes au niveau de la place publique, là, que ce soit la lutte des Noirs ou la lutte des classes ou la lutte féministe. On veut changer les choses, on veut changer les structures, on veut changer les mentalités pour pouvoir régler les questions de discrimination. Mais les questions qui se passent dans l'intimité de votre chambre à coucher, mon Dieu, que c'est pas simple, celui-là. Et nous, on pensait à l'époque, on le savait que ça risquait d'être un peu plus compliqué, mais on s'est dit, on va commencer par le plus important,
Et puis le reste va suivre. Oui. Mais le reste ne suit pas nécessairement aussi facilement. Et là, on se rend compte que autant il y a eu une grande acceptation, vraiment, curieusement, il n'y a pas eu de résistance au fait qu'on voulait mettre des femmes à la place des hommes. Ouais. Très peu. Il y a toujours des vieux grincheux, là, mais très peu. Mais toute la question de comment on vit ensemble intimement, l'union des hommes et des femmes, ça demeure une bombe. Ouais. Et on le voit avec, comme je l'ai dit, avec MeToo et toute la question des agressions sexuelles, c'est une illustration de ça. Alors, le néolibéralisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans. En fait, je me trompe, j'ai l'impression que l'individualisme à tout craint qui a fini par nous isoler et de rendre difficile. Puis, j'ai l'impression qu'il y a un recul sur le plan du féminisme là, avec MeToo. Absolument. C'est ça. C'est-à-dire que... Le féminisme disait souvent « tout est politique ». L'intime est politique. Le personnel est politique. Bon, mais là, on a l'impression que non, les femmes sont encore pognées tout seules. Oui. Mais le grand avantage de MeToo, c'est un exploit. Oui. Ça a remis ça sur la carte. Oui. Et ça fait qu'il y a une génération de jeunes femmes qui sont très, très féministes. Oui. Alors qu'en principe, on peut s'attendre après... Quand un mouvement a connu son climax il y a 30 ans ou 40 ans, on peut s'attendre qu'il n'y a pas grand monde qui vont suivre. Et d'ailleurs, après Polytechnique, à la fin des années 80, le féministe, là, il vole pas haut. Là. Il y a vraiment une baisse épouvantable. Et ça a vivoté grâce aux réseaux sociaux puis les jeunes femmes. Mais ça a pris au moins deux générations, la génération de MeToo, pour découvrir, attends une minute, là. Nous, on nous a dit qu'on aurait tout était réglé et qu'on pouvait tout faire. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. On peut avoir le travail dont on rêvait, mais il y a un gars qui va nous pincer les fesses. Ouais. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème majeur, celui de l'intimité, du viol de l'intimité. Et on est pogné avec ça. Là. C'est ça qu'on essaie de régler en ce moment. Mais je ne sais pas si je suis d'accord quand vous dites que c'est plus politique aujourd'hui, l'intime, parce que... Non, je ne dis pas que ça ne l'est plus, mais j'ai l'impression... Non, il ne faut pas que ça ne soit plus. Mais j'ai l'impression quand même, quand on regarde tous les cas qu'a révélé MeToo... Justement, qu'a révélé et qui ont permis la mise en place... En tout cas, dans certaines entreprises, disons institutions, de règles qui font qu'aujourd'hui, ces comportements ne sont plus tolérés. Il y a aussi une prise de parole publique des femmes, des jeunes femmes en particulier, qui ne tolèrent plus. Donc, MeToo, tu sais, pour moi, ça a ouvert la parole, en fait. Ça a fait que, pour la première fois sur ces questions, les femmes osent dire non et elles sont soutenues. Alors après... Oui, on a des problèmes à faire arriver ça en justice, etc. Mais il y a quand même, politiquement, pas au sens gouvernemental, mais d'organisation de la cité, quelque chose qui n'est plus admissible. Mais je suis d'accord avec vous, Fred, que on peut appeler ça le néolibéralisme. C'est peut-être pas le bon terme, là. C'est pas une bonne époque pour revendiquer. Non, on n'a plus l'impression... L'époque dont on parle, là, les belles années du féminisme, on avait vraiment l'impression, puis pas seulement les féministes, qu'on était pour changer le monde. Tout était encore possible, on s'en allait vers le mieux. En ce moment, les horizons sont bouchés. C'est absolument déprimant. Et les jeunes, quand on dit qu'ils sont plus là puis qu'ils décrochent, ben, on les comprend, là, parce que la politique n'a jamais été plus impotente. Elle ne peut pas régler le système de santé, elle ne peut pas régler la crise climatique, elle ne peut pas régler les inégalités fiscales, elle ne règle rien. Non. Tout le monde s'enfonce dans un grand... En fait, elle combat le wokisme. Voilà. Grand combat devant l'éternel. On en reparlera tantôt. Hélène, dans votre chronique, tantôt, vous avez parlé un peu de Julien Lacroix. Francine Pelletier, vous avez réfléchi à l'événement MeToo et aux dénonciations. Entre autres, vous disiez, est-ce qu'on est capable d'être solidaire des femmes, mais en même temps critiquer la façon que ça s'est fait? Ça fait quelques années que ces chroniques-là ont été écrites. Aujourd'hui, votre réflexion en est où par rapport à ça? Ben, vous faites référence à la chronique où je critiquais la fameuse liste là, à un moment donné dans la foulée
de toutes les dénonciations qui avaient commencé avec Sophia Nolin, Oui. qui dénonçait Marie-Pierre Oui. Morin. Bon, ouais. Et puis ensuite, ça a été vraiment une vague. Oui. Et sur Facebook, à un moment donné, il y a une liste Oui. de 800 noms Oui. d'hommes. Oui. En disant, on les nommait, puis en même temps, on disait, on ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont Non. fait et à qui, et on tait le nom des femmes qui s'en plaignent, Ouais. mais c'est pour que vous sachiez que ces hommes-là sont dangereux, puis ça pouvait Ouais. aller d'un commentaire grivois à possiblement le viol. Ouais, ouais. Mais c'était du n'importe quoi, Ouais, là. ouais. C'était vague et troublant, Ouais. parce qu'il y a des hommes qui étaient identifiés, puis on sait à quel point quel dommage ça peut Ben faire. oui. Ça, aujourd'hui, il y a ça de bon. Oui. On prend ça. Les femmes ont maintenant un pouvoir qu'elles n'avaient pas il n'y a pas si longtemps, de pouvoir dégommer des Ouais. hommes fautifs dans leur comportement vis-à-vis les femmes. Et ça a été... Mais- Rétrospectivement, il n'y a pas eu beaucoup de dérapage quand même à ce niveau-là, moi, je trouve. Ben, ça dépend à de- qui vous parlez. Là. Oui. Je pense que dans beaucoup de milieux, dans le milieu, on l'a vu à Hollywood, là, Oui. il y a des dérapages monstrueux. Là, où Harvey Weinstein Non, est non, là. non, mais ce que je veux c'est dire, ça. il n'y a pas eu de fausses accusations Ah, Ou de carrière détruite injustement. pour des gens ok. qui avaient absolument rien. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, moi, tu savais. Mais on avait peur de ça. oui. Au début, que des noms allaient sortir juste par vengeance personnelle. Oui. Ça a pas. Il y a- Et je me fais l'avocat du diable, Oui, mais allez-y. tant mieux si vous avez eu peur. Oui, Tant tout à mieux, fait. parce que ça a obligé aussi toute une génération d'hommes à réfléchir à comment Oui, ils tout à fait. agissent avec les femmes, c'est quoi les rapports normaux qu'on entretient les uns avec les autres. Et oui, effectivement, le fait d'avoir une liste de 800 noms anonymes qui Ouais. ne dénoncent rien finalement, sauf des noms. Oui, tout à fait. Ça reste effectivement... Mais puis là, bon, on pourrait en discuter des heures, mais On Il y a a le temps. eu- C'est il y la a eu- balado, on a le temps. il y a eu une telle colère que d'une certaine C'est un peu façon, inévitable. c'est ça, c'est que ça se comprend C'est que sûr, cette liste-là c'est- existait. Oui, c'est sûr que tout mouvement idéologique, s'il n'est pas radical à ses débuts, ben, la locomotive ne c'est sort jamais de la Mhm. gare. Il faut vraiment mettre les points sur la table. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention de comment Oui. on mène notre barque. Oui, oui. Peut-être que j'ai été trop marquée, mais je me souviens encore, dans les belles années du féminisme, dans les années 70, d'une phrase de, je crois que c'était Andrea Dworkin, qui a été beaucoup repris dans les rangs féministes. Tous les hommes sont des violeurs. Oui. Ouais, oui. Alors, c'était évident. Ah, c'est elle, tous, les ça, qui hommes, dit ça. tous les hommes ne sont pas des violeurs. Ah, tout non. le monde, c'est ça. Tout le Ouais. monde a un père, un chum, Ouais. pas tout le monde, mais en fait, des frères. Ouais. On sait que c'est pas du tout ça. Évidemment, ce qu'elle voulait dire, c'est que le rapport sexuel, Ouais. les rapports intimes, c'est une pente savonneuse et puis ça peut Ouais. être dangereux. On le sait, c'est prouvé maintenant. Mais fallait-il le dire comme ça? Ouais, Et ouais, fallait-il faire une tribune populaire qui laisse, en tout cas, Mhm. sans recours, en ne laissant... Tu sais, c'est pas de la Ouais. justice, ça. Non, non. Donc, je suis d'accord avec l'esprit, mais j'étais en désaccord Oui, avec oui. la forme. Évidemment, Et ça, puis ça Oui. s'est arrêté là, en fait. cela dit, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites les relations intimes, c'est une pente savonneuse. Ça, j'ai l'impression que ça c'est un peu élagué aujourd'hui. Puis on oublie comment le désir, l'amour, les sentiments, c'est pas une science exacte. L'alcool. Moi, je suis étonné, puis c'est Maggie Nelson que ma conjointe lit avidement, puis Mhm. pour son doctorat, puis j'attends qu'elle finisse son doctorat pour pouvoir lire des livres de Maggie Nelson, mais qui dit un jour, il va falloir parler de l'alcool dans les relations intimes. Oui. Ouais. Puis on a tendance à l'élaguer, puis c'est drôle, on est dans une semaine où il y a eu des nouvelles Justement, recommandations, ouais. tout le monde capote, parce que là, les gens ont peur d'avoir un problème d'alcool, puis là, ils veulent être assurés. Mais l'alcool, l'alcool est jamais loin dans Ah, tout mon ça. Dieu. Oui, en fait, Là, je veux pas exonérer Oui, les gens qui étaient sous l'emprise de l'alcool, que c'était pas de leur faute. Non, non. Mais il va falloir réfléchir collectivement à l'impact de l'alcool. Il y a Mhm. un impact dans les relations intimes. c'est clair. Ah, puis la violence conjugale, il y a un C'est lien souvent direct, lié, ouais. direct par Ouais. rapport à le nombre de coups qu'une femme a reçus, puis Ouais. le nombre de verres que son chum a pris. Le nombre de là, coups c'est- que son chum oui, a pris. oui, oui, Ouais. aussi. Vous vous rappelez aussi, je pense que c'est Les enfants que nous voulons, une chronique parue Ouais. en 2019, vous relatez une expérience d'accompagnatrice
dans les années 70 de oui, femmes ça- qui allaient se faire avorter à New York? Oui, oui. Eh bien, c'était comme ça que ça se passait. En fait, pas seulement. On avait encore... L'avortement était toujours considéré un crime au Canada et au Québec. Mais pas aux États-Unis. Mais pas aux États-Unis à cause de fameux... C'est fou, ça. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Ben, j'ai écrit cette chronique-là justement parce qu'aux États-Unis, la porte se fermait alors que ça avait été si utile. Et là, je raconte que tous les vendredis soirs, l'autobus partait de Montréal pour New York, dans le Harlem portoricain, il y avait une clinique d'avortement. Puis les femmes qu'on n'avait pas... Moi, comme bien des femmes, j'avais fait partie du comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit, qui a été vraiment une plaque tournante du mouvement et qui aidait les femmes qui avaient des grossesses indésirées de trouver des avortements. Il y avait le docteur Morgenthaler ici qui en faisait. Mais c'est illégal. Qu'il soit béni à tout jamais. Et il y avait des fois, il y avait aussi ce qu'on appelait les avortements thérapeutiques, mais il fallait passer par un comité, c'était compliqué. Donc, il n'y avait pas beaucoup de médecins qui en faisaient. Et donc, quand on avait rempli tout le monde, que le docteur Morgenthaler puis les autres avaient pris tout ce qu'ils pouvaient dans une semaine, on prenait les autres puis on les amenait à New York. Wow. Et ça coûtait, je pense, 250 $ pour l'avortement à l'époque. À l'époque. C'était beaucoup. Et à peu près 100 $ de transport. Là. Puis beaucoup de femmes venaient de cette île, de Québec, de partout. Et ils descendaient. Et ça se faisait dans la journée. Alors, on partait le matin et on revenait le soir. Mais c'était légal. Donc, ils ne pouvaient pas faire de prison. Personne ne pouvait faire de prison. Et c'était un soulagement énorme. Aujourd'hui, vos yeux de féministe qui a vécu ça, comment vous sentez l'époque par rapport à ces questions-là? On voit ce recul aux États-Unis. Bon, il y a encore certains rapports qui tiennent. Avez-vous l'impression que ça peut faire tache d'encre jusqu'ici avec la montée de beaucoup d'idées de droite et même de l'extrême droite? Je veux dire, le Canada est un pays très, très différent des États-Unis. Très, très différent. Oui. Et plus ça va, plus on est différent, d'ailleurs. Et on bénit le... On a toujours peur, quand même, que ça finisse par influencer aussi. Oui, et il y a toujours une influence. Quand même, Parce que, vous savez, le fameux convoi de camionneurs, c'était très inspiré de ce qui s'est passé aux États-Unis. Là. Puis, il y a toute l'influence. Il y a des Américains qui viennent influencer. Je veux dire, l'extrême droite au Canada anglais est très influencé parce que les Proud Boys puis tout ça là, qui se passe aux États-Unis. Alors, il peut toujours... Je veux dire, moi, il faut voir si M. Poilievre va prendre les commandes un jour ou les conservateurs vont prendre les commandes un jour. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas parce qu'il est trop à droite et que le Canada n'est pas un pays très à droite. Là. Mais si jamais ça arrivait, attachez votre tuque. Là. On va reprendre, s'il faut, on prendra la rue. Mais je pense que tout le monde sait, même les conservateurs savent qu'il ne faut pas toucher à l'avortement parce que ça serait vraiment une révolution. Comment les femmes en Iran, il y aurait des femmes ici qui feraient à peu près la même chose. Je suis convaincu de ça. Il y a beaucoup de chroniques sur... beaucoup. Il y a plusieurs chroniques sur l'identité, il y a une section complète là-dessus. Sur le français, entre autres, on vous sent pas très stressé par le français. Je défends... À la balado aussi, on n'est pas très stressé en passant. C'est pas une critique du tout. Là. Je suis une... je prône le bonjour aïe, moi, c'est ça. Alors, je suis pas très stressée par le français. Je trouve que moi, d'abord, je suis venue au Québec pour ne pas disparaître. Hein? Vous êtes en Ontario? Moi, je suis une franco-ontarienne. Et puis, à un moment donné, dans l'Ouest canadien, où je faisais des études, en Alberta, j'ai eu ce que j'appelle l'appel de la race. En fait, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Lionel Groulx qui l'appelle comme ça. Oui. Et j'étais en train d'écrire ça, justement, là, dans le livre que j'ai écrit, là, comment je suis venue et comment je suis venue au Québec. Et donc, pour moi, j'ai une autre expérience. J'ai vécu avec l'anglais dans une oreille, le français dans l'autre. Pour moi, j'ai compris en allant en Alberta que je ne demeurais pas une francophone à part entière si je ne m'arrangeais pas pour être dans un endroit pas mal plus francophone. Que, je veux dire, il faut une masse critique de monde si on veut survivre, si on veut de la culture francophone. Alors, je suis venue ici, évidemment, et the rest is history. Sauf que dans une chronique, vous dites que, encore, parfois, on vous fait sentir
que vous n'êtes pas québécoise. Oui, absolument. Ben, parce qu'on sait mes origines, on connaît mes origines, alors ils prennent pour acquis que je suis une fédéraliste, une multiculturaliste et toutes les choses qu'on déteste ici. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut être né au Québec pour être québécois? Ben, est-ce qu'on retourne à ça? Apparemment. Oui, je trouve qu'on a retourné un peu à ça. Oui. Quand je suis arrivée ici, on me niaisait un peu à cause de mon accent à l'époque franco-ontarien. Et je me suis rendu compte là que le club était assez sélect. Qu'on a tendance tout de suite... Il y a comme, les francophones québécois, c'est comme des membres de la résistance. Oui. Tout le monde se reconnaît. Puis on sait les vrais, puis on sait les moins vrais. Puis, et à un moment donné, ça s'est élargi beaucoup. Mais c'est ce que je raconte dans le documentaire que j'ai sorti en mai sur le nationalisme, la bataille pour l'âme du Québec. Et maintenant, j'écris un livre là-dessus. On voit que ça s'est beaucoup rétréci. Il y a eu un repli, le nationalisme identitaire, qui veut dire il y a des vrais, puis il y a des moins vrais, il y a des purs, puis il y a des impurs, est revenu. Et donc, je trouve que c'est déplorable et qu'il faut se battre contre ça. Et heureusement, les jeunes ne sont pas là du tout. Zéro. On a fait d'excellents segments, vous savez, sur votre documentaire ici à la balado avec Éric Bédard et Mélika Abdelmoumen. Oui, on m'en a parlé. Oui, moi j'ai beaucoup aimé votre documentaire parce que... Mais pas Éric Bédard. Non, mais il est parlable. Non, mais c'est l'un des rares nationalistes identitaires. Je sais pas si j'aimerais ça que je dise ça, mais en tout cas, un gars de droite, c'est l'un des rares qui est capable de dialogue. Bon, vous m'inviterez avec Éric un jour. Quand votre livre sortira. Il y a 2 fois, ça m'a fait tiquer ça, il y a 2 fois à vous rappeler que le Québec est politiquement et surtout culturellement l'endroit le plus inspiré d'Amérique du Nord. Là, je vous cite, ça boue ici et c'est la raison pour laquelle on peut y vivre. Et vous rappelez aussi dans une autre chronique, il y a une belle cohésion ici. J'ai l'impression qu'on se répète ça souvent depuis longtemps au Québec. On est une coche en haut de ce qui se fait en Amérique du Nord. Puis je trouve que des fois, on s'auto-congratule. Oui, moi, je suis avec vous. Là, évidemment, c'est des chroniques qui datent de quelques années. Je dis pas que ça non, a pas bougé depuis moi, je dans suis votre... pas là. J'ai beaucoup critiqué ce que j'appelle le syndrome du bon Québécois. J'ai beaucoup réfléchi à ça. D'ailleurs, à la foulée de Polytechnique, la tuerie, pourquoi ça nous a pris tant de temps à admettre ce qui était évident, ce qui crevait les yeux. Là. Il y a des choses qui vont pas ici. Pour moi, l'explication que j'ai pour ça, ça tient à l'histoire du Québec. La Révolution tranquille a fait en sorte qu'on a tendance à se croire des miraculés. On était dans la noirceur, on était dans le péché, mais on est sorti de ça. Et, et on marche tous collectivement vers la lumière. On a réinventé, comme des Chinois peuvent monter des hôpitaux en quelques jours. Nous, on a monté un pays ou un semi-pays en une décennie. En une décennie ou un peu plus, les femmes du Québec, moi, je trouve tellement que c'est la mesure qui le dit le mieux. Les femmes du Québec sont passées de celles qui faisaient à peu près le plus d'enfants au monde au moins d'enfants au monde. Il y a eu un changement... Il y a des gens qui le déplorent aujourd'hui. Hein? Il y a des gens qui le déplorent aujourd'hui. Oui, c'est un autre problème, ça. Les Chinois connaissent le même problème, d'ailleurs. Et c'est une révolution. Ça a été vraiment une révolution. Ça a été un moment formidable où on s'est vraiment réinventé. Mais la conséquence de ça, c'est de penser que maintenant, nous, on a déjà, tu sais, on est arrivé, on a fait notre mea culpa. On peut pas être ceux qui font le mal aux autres parce que nous, on a été les victimes dans le passé. Puis maintenant, on est des progressistes. Puis il y a cette mentalité au Québec que depuis la Révolution tranquille, on n'est jamais revenu là-dessus. On est toujours dans la même lignée. Alors que j'ai l'impression que la Révolution tranquille, c'est une parenthèse dans l'histoire du Québec. Absolument. Et que le Québec, les Québécois sont des gens plutôt conservateurs, qui n'aiment pas être bousculés trop et qui sont pas très attirés par l'altérité. En fait, on revient, c'est une très bonne question que vous posez, que je me pose en ce moment, à savoir si l'époque qui, moi, me tend ravie, je suis arrivée ici en 75, c'était extraordinaire être à Montréal en 75, tout ce qui se passait, la culture, la politique, le mouvement des femmes, etc. Et ça s'est refermé à partir du dernier référendum, mais plus sûrement depuis la crise des accommodements raisonnables. C'est à ce moment-là
qu'on on est revenu en arrière, à savoir qu'on a commencé, jusqu'à ce moment-là, avec le mouvement indépendantiste, les immigrants faisaient partie de ceux qui étaient pour nous aider à bâtir. On construisait une arche de Noé, ben on voulait que tout le monde rentre dedans. Mais là, c'est tout d'un coup, les autres étaient devenus une menace. Alors, plutôt que d'être ceux avec qui on était pour continuer, puis faire un pays ou faire quelque chose, ils étaient devenus ceux qui nous menaçaient de continuer. Là, on est beaucoup on est beaucoup là-dedans. Puis on l'a vu aux dernières élections en parlant des immigrants comme des vauriens qui se tournent les pouces puis qui ne parlent pas français, ce qui est faux. Alors, c'est un ministre qui a dit ça, là. C'est pas un chroniqueur. Il y a un ministre qui est encore en poste. Tout à fait. Et quelque part, on se demande, donc, ce côté bon enfant québécois qui est entretenu beaucoup par notre premier ministre, c'est la fierté d'être québécois. Il parle toujours à ce moment-là à la majorité historique francophone. Il ne parle pas aux autres. Non. Ça continue à nous diviser et à nous faire penser d'un côté qu'on est donc bien bon, alors que ceux à côté-là, ils sont de plus en plus inquiets, eux autres. Là. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver une autre mode de survie collective. Là, Est-ce que la langue... Parce que vous avez quelques chroniques, bon, j'ai dit tantôt, c'est des chroniques sur le bilinguisme, c'est drôle parce que je trouve qu'on est plus... c'est plus tant ça qui fait peur, le bilinguisme, c'est vraiment le recul du français. C'est une autre étape. Moi, j'ai l'impression... Puis moi-même, j'ai bougé là-dessus, là, sur le plan intellectuel par rapport à l'identité et la langue. Entre autres, quand j'ai reçu Rajoul, un intellectuel africain qui est installé ici depuis 5 ans, qui a écrit un livre sur la langue française qui m'a vraiment brassé. Est-ce qu'on met pas trop d'emphase sur l'aspect identitaire de la langue? Je dis pas que c'est pas vrai que la langue est un élément important, mais au Québec, j'ai l'impression qu'on en fait une espèce de fétiche. Puis on a de la difficulté à se définir autrement. Oui. Alors, merci de me rappeler que je n'ai pas fini mon idée de tantôt. Oui, alors, on obsède sur la langue et on a des gros titres sur la baisse de la langue maternelle, alors que c'est normal. On a arrêté de faire des enfants, nous, les francophones de souche. À cause des femmes. À cause des femmes, et on le revendique et on retournera pas en arrière là-dessus non plus. Non. Donc, la seule façon qu'on peut continuer à parler français, c'est d'amener des gens qui vont venir parler français avec nous, qui ne seront pas des francophones dans la place publique. Sur la place publique. Donc, il faut mesurer la langue sur la place publique. Mais l'autre chose dont il faut s'inquiéter beaucoup plus, c'est l'attractivité, pour parler comme les Français, de la culture, pas de la langue. On va parler français, les Africains, les gens qui viennent d'ailleurs, s'ils considèrent qu'ils s'identifient à la culture, si la culture les englobe. Et en ce moment, c'est ça que les jeunes déplorent et nous disent. Comment, moi, je peux m'identifier à la culture francophone, et c'est les francophones qui le disent, quand vous ignorez mes amis qui font du rap puis qui viennent d'ailleurs. On est devenu on a fait un club exclusif depuis quelques années, depuis la crise des accommodements raisonnables, c'est clair. Il faut faire le contraire. À un point tel que ne pas connaître Véronique Cloutier peut être, c'est un problème. Suspect. C'est un problème. Mais c'est presque devenu une question... de test de valeur. C'est incroyable. Cette question alors que c'est une bonne nouvelle que les jeunes ne s'intéressent pas à Véronique Cloutier. Bon. Cette question de la langue, moi, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup un paravent. C'est-à-dire qu'on se préoccupe du fait français de façon... Des têtes de pipe, comme vous dites dans une de vos chroniques. Il faut arrêter de calculer les têtes de pipe qui parlent français. C'est ça, puis c'est devenu une espèce d'obsession, mais en même temps, ça empêche, évite, permet de ne pas se questionner sur le manque de valeurs communes autres. Tout à fait. Et c'est pourtant, c'est exactement ce que vous dites aussi, c'est que cette culture qui n'est pas juste les livres, les films, les spectacles, il y a quelque chose dans les valeurs aussi qui est censé nous unir, qui est censé faire qu'un jour, si on a un vrai problème, on va descendre tous ensemble dans la rue. Ben, c'est où? Et à force de se préoccuper du français, je dis pas que c'est pas important, mais à force de ne faire du français que le seul endroit le point cardinal exactement le point cardinal, ben, on finit par oublier tout le reste, alors que tout le reste est aussi essentiel et nous tient ensemble beaucoup plus peut-être que le français. Oui, absolument. Arrivons à la pandémie, qui est presque la dernière partie de votre recueil, parce qu'il y a une section hommage aussi. Oui. C'est drôle parce que c'est la section sur la pandémie, c'est la section, là je le mets avec des gros guillemets, qui a le moins bien vieilli, je trouve, parce qu'on est
encore très proche, mais en même temps, en lisant vos chroniques, on est loin. Fait que c'est pour ça que je mets des bémols moi-même sur cette assertion-là. Avez-vous l'impression qu'on va être capable, collectivement, d'y revenir et d'y réfléchir, où le train est passé, puis on n'aura rien appris de ce qui est arrivé? En tout cas, moi, je compte. C'est mon prochain livre. Voilà. C'est mon 3e livre. Là, après. Vous avez déjà 2 livres en chantier? Oui, c'est-à-dire que là, je fais simplement la recherche. Oui. Mais pour moi, c'est très, très important d'examiner ce qui s'est passé durant la pandémie. Puis, entre autres, parce que je l'ai payé chèrement. Oui. Et suite à mon congédiement du devoir, l'idée m'est venue en fait, je n'avais été censurée que 2 fois dans ma vie de journaliste. La première fois, j'étais chroniqueuse à la presse, le samedi. Et c'était 1 semaine après Polytechnique. Oui. Et j'avais voulu parler d'un homme qui m'avait appelé en disant, ça ne s'oublie pas, si vous voulez interviewer Marc Lépine après sa mort, interviewez-moi. Et là là! Eh oui. Alors, j'ai dit certainement, dans un lieu public, idéalement. Et c'était presque banal, son histoire, mais il voulait me dire, et ça, je trouvais ça important, qu'il, lui, comprenait le ressentiment contre le féminisme. Il ne parlait pas des femmes, il parlait du féminisme, parce qu'il y avait eu une blonde féministe et qu'il avait trouvé ça épouvantable qu'elle veuille son propre compte en banque, qu'elle veuille ses propres affaires. Tu sais, il se sentait dépossédé de son rôle d'homme, quelque part. Il n'a pas dit ça comme ça, non. Mais moi, j'y ai juste donné la parole, j'ai transcrit, puis j'en ai fait une chronique, puis ils m'ont dit, c'est de la propagande féministe. Tu es en train de dire... Tu es en train de dire que les hommes sont tous des tueurs. On est en 1989. Oui, mais on était dans une crise psychologique, mentale, morale intense à ce moment-là. On ne voulait pas voir que ça nous appartenait, qu'il y avait un problème. C'est un cas isolé. On voulait à loup solitaire. Il n'y avait pas de problème entre les hommes et les femmes. Alors, donc... Et là, dans la pandémie, on a vécu une même espèce de camisole de force où on ne pensait pas normalement. Non, c'est vrai. On n'a pas pensé normalement. On a fait des affaires qu'on n'aurait pas faites normalement. Oui. Mais c'était pas une situation normale. C'était pas une situation normale, mais il s'est passé beaucoup de censure, puis beaucoup de En tout cas, je veux tout examiner ça. Oui. Alors, parce que vous l'avez déjà abordé dans des chroniques. Oui, mais je veux le faire plus systématiquement, scientifiquement même, oui. si j'ose dire. Alors, mais je pense qu'un jour, oui, on pourra, je ne sais pas si... Il faut attendre quand même plusieurs années pour voir clair. Tout à fait. Puis, je ne sais pas si même moi, j'y vais pas un peu trop vite, mais je prends mon temps. Des fois, c'est long écrire un livre. Peut-être que ça va avoir le temps de décanter. Cela dit, dans une chronique qui s'appelle Les Nouveaux Galeux, vous écrivez, on a de plus en plus tendance à voir les récalcitrants comme des êtres ignorants et menaçants, traçant ici la voie entre la science et l'ignorance. Nous avons une occasion en or d'examiner ici en direct comment se créent les attitudes racistes et sexistes. L'autre est d'abord vu comme un étranger à soi, un maître à part. Là, vous parliez évidemment des gens qui sont vaccinés ou non. Mais là, en lisant ça, je me disais, beau flash de chroniqueuse, mais c'est pas la même chose parce que quelqu'un qui se fait pas vacciner et qui remet en question la science dans un contexte d'épidémie est porteur de quelque chose qui peut faire du mal, alors qu'un noir ou une femme, quand le racisme et le sexisme apparaissent, c'est ça qui est plus odieux à mon avis, parce que le noir est porteur de rien et pas une menace pour la société, à part une menace fantasmée. Là, on a une menace réelle de rendre des gens malades et de faucher des vies. Oui. Mais je suis d'accord qu'il y a des bémols à amener, mais je voulais juste montrer à quel point on était rendu loin à tenir à bout de bras et même à traiter comme des parias tous les gens qui n'étaient pas... Il n'y avait pas de... Tu ne pouvais pas être un peu dans le milieu, là. Il n'y avait pas de zone grise. Où tu étais du côté de la raison et de la science et du gouvernement. Et du bon. Et du bon. Et de la vertu. Où tu étais du côté des fous furieux, des complotistes, et il y en avait, l'extrême droite et j'en passe. Il n'y avait pas de zone du milieu. Et c'était un problème. Donc, la moindrement que tu vas dire, oui, mais... peut-être que c'est pas une bonne idée, ça. Tu te faisais rasseoir et traiter comme suspect. Et ça, je trouve ça vachement difficile.
et inquiétant. L'avez-vous vécu vous-même? Ben, j'ai perdu ma job. Oui, quand mais même. non, mais attendez. On y arrive. Je parle pendant la pandémie, quand vous faisiez ce type de chronique-là. Parce que, ben, regarde, arrivons-en. OK, oui, vous avez perdu votre job. Vous avez fait une chronique, c'est le 26 janvier 2022. Ouais. La pandémie revue et corrigée, où vous relatez les propos d'un psychiatre, Neuropsychiatre, je crois. Norman Doidge, Deutsch. qui lui avance, c'est qu'il a avancé des choses sur, entre autres, les vaccins et l'efficacité envers Omicron, sur ce qui se passait en Israël, et il est allé un peu vite, parce que ça a été, après ça, démenti, entre autres. Il y a eu un petit rectificatif, Ouais. c'est tout. Moi, j'avoue, quand vous avez fait cette chronique-là, moi, j'étais chroniqueur à la radio à l'époque et on nous demandait des fois de chroniquer là-dessus, puis je trouvais ça difficile. Puis on en reparlera aussi du rôle du chroniqueur, des fois sur des sujets où on nous demande de réagir, puis on n'a pas toujours le temps. À l'écrit, peut-être que vous aviez plus de temps, mais des fois, on doit parler de choses, puis on n'a pas tous les tenants aboutissants. Puis bon. Là, je trouvais qu'on était dans un climat où il y avait beaucoup de gens qui remettaient les fondements même de la science en doute, et votre chronique nourrissait ces gens-là, puis j'étais divisé à savoir, est-ce que c'est bon d'avoir des gens qui émettent ça dans un contexte où on est en train de remettre en cause les fondements de base de la science? Eh bien, d'abord, Deutsch ne remet pas en cause les fondements de la science. Là, tu sais. Et beaucoup, non, tout à fait. Et c'est sûr qu'il y a eu des gens qui ont dit, ont critiqué son essai, Oui. mais le Globe and Mail n'a publié qu'un petit rectificatif sur une donnée très mineure. Parce que la plupart des choses qu'il a avancées et que j'ai repris, et une des raisons pourquoi je me sentais plutôt bien protégée. Oui. Je savais que je m'aventurais un peu, mais c'est des choses souvent que j'avais amenées moi-même. Oui. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de traitement? Pourquoi... Alternative autre que les vaccins. Oui. Pourquoi on fait la part belle aux compagnies pharmaceutiques? Oui. On n'a pas le droit de parler de ça non plus, Oui. parce qu'ils sont nos sauveurs en ce moment. Oui. Puis c'est vrai que les vaccins sont importants. En fait, j'ai fait une grosse erreur dans cette chronique-là. Je n'ai pas dit 3 fois plutôt qu'une, ceci ne remet pas en question le fait que vous devriez vous faire vacciner. À chaque fois que j'avais amené des critiques, que ce soit par rapport à la gestion ou les vaccins ou le manque d'informations qu'on avait sur différentes autres avenues, différents traitements, je prenais la peine de dire ça. Cette fois-là, je l'ai dit en passant, mais trop vite. Est-ce que c'est ça qui a fait tiquer le devoir? Non, il faudrait leur demander, évidemment. Ils ne l'ont pas dit? Ben, ils ont pris 48 heures. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que un des réseaux de mes problèmes, c'est que la rédactrice en chef n'était pas à son poste le jour, la veille de ma chronique, parce que c'est elle qui relit toutes les chroniques. Ouais. Parce qu'elle aurait sans doute demandé des rectifications ou des petites affaires. Parce que c'est Marie-André Choudard. Alors, elle n'était pas là. Et non seulement elle n'était pas là, mais elle ne m'a pas répondu. Elle n'était pas là le lendemain, ou en tout cas, je n'ai pas eu de nouvelles le lendemain de la parution de l'article. Mais moi, j'ai vu que les réseaux sociaux s'allumaient. J'avais toutes sortes de monde qui étaient mes amis, que je ne voulais pas nécessairement être mes amis. Ça, absolument, c'est un signe que la chronique... Donc, 48 heures plus tard, après la publication ou la remise de mon texte, là, j'ai un texte, un courriel de ma boss qui me dit « Tu as vu la réaction? » Puis là, alors, donc, ils réagissaient à la réaction. Ben oui, ils font tout le temps ça. Et ils avaient sans doute eu, je ne sais pas, moi, il y a eu une réaction populaire extrêmement virulente. Puis, s'il y a une chose qui était claire dans ce contexte où il y avait les bons d'un côté puis les méchants, les médias faisaient très attention. Pour eux, c'était facile de perdre de la crédibilité. Là, moindrement que tu faisais des beaux yeux à quelque chose qui était inorthodoxe. Alors, ils ont marché les fesses serrées. Tous les médias ont fait ça. Et pour le reste, je pense qu'une partie de l'explication aussi, c'est que sans doute que j'ai fatigué depuis un certain temps et que, tu sais, ma corde était beaucoup plus usée. Mais ça, vous ne le saviez pas. Je savais que mon rapport avec la rédactrice en chef n'était pas bon, mais je ne savais pas que ma corde... Mais comment on fait pour fonctionner? Est-ce que vous sentiez quand même que vous aviez sa confiance ou
Ou ils vous tolèrent parce que vous amenez un lectorat? Parce que, dans le fond, que cette chronique-là soit bien écrite ou qu'il manque quelque chose, ça valait pas de perdre votre tribune quand même. Parce que tant qu'à ça, il y en a d'autres au devoir. Il y en a d'autres au devoir présentement. Pour moi, m'être désabonné puis en avoir parlé ici, moi, j'étais plus capable de donner mon argent à Christian Rioux, aux propos tenus par Christian Rioux, entre autres. C'est quand même étonnant que vous soyez devenu une brebis galeuse. Oui, mais je pense que... Avec vos faits d'armes, je veux dire, c'est... Oui. Je pense que je pense le fait d'être une femme d'âge mûr fait en sorte que j'étais plus... j'étais dégommable. Dégommable que d'autres. Ouais. Je suis assez... Évidemment, personne ne va admettre ça, mais je pense que c'est assez évident. Il y a le cas de Christian Rioux. Étiez-vous trop à gauche pour le devoir? Il faudrait encore leur demander parce qu'ils se prétendent être à gauche et progressistes, etc. Moi, je pensais drôlement, je le dis dans l'introduction du livre, que j'étais parfaitement à ma place. Qu'il y avait... que je faisais le rôle qu'ils voulaient que leurs chroniqueurs font. Et d'ailleurs, il faut savoir que Le Devoir, sans les chroniqueurs, il n'existerait pas. Comme bien des journaux. Presque les 3/4 des pages culturelles, c'est des chroniqueurs, c'est des collaborateurs. Oui. Et puis, il y en a plein d'autres. Et on est... Mais c'est pour ça que Christian Rioux est encore là. C'est qu'il y a un lectorat qui aime ces propos-là. Mais moi, j'avais un lectorat aussi. J'imagine. Mais visiblement, il ne pesait pas aussi lourd. Non. Visiblement, il ne pesait pas aussi lourd. Pour le reste, je pense que c'est une question de conflit de personnalité. Ce qui arrive. De ne pas être aimé. Oui. Est-ce que ce renvoi-là vous oblige, j'imagine, à réfléchir à votre rôle de chroniqueuse? Et est-ce que le commentariat... Parce que moi, je trouve que le commentariat prend beaucoup de place. Puis j'y ai participé, là, je ne veux pas lancer la pierre. Je l'ai fait à la radio. J'ai arrêté d'un accord commun, mais moi-même, à un moment donné, je n'étais plus à l'aise de commenter des sujets qui ne m'intéressaient pas toujours, mais qu'il fallait le faire parce qu'ils sont dans l'actualité. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir été tassé comme ça, vous avez réfléchi quand même à votre rôle de chroniqueuse? Est-ce que vous avez encore envie de faire ça? Oui, ça me fait beaucoup réfléchir. Cela dit, je suis absolument d'accord qu'on peut être... on peut avoir l'impression qu'on ne nage que là-dedans, dans l'opinion vite fait. À l'écrit, je pense pas, cela dit, vous avez le temps. Mais justement, moi, c'était le défi que je me donnais. Je travaillais fort, mais fort. Je commençais à travailler là-dessus, à penser à ça presque sans arrêt, à partir de samedi, dimanche, lundi matin. Il fallait absolument que j'aie mon sujet. Et là, je faisais la recherche. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Et j'écrivais pendant une journée complète, je réécrivais. C'était torché, mon affaire. Puis je pense que ça paraît. Tout à fait. C'est pour ça que je veux pas que parce qu'on parle de la dernière chronique, d'entacher votre démarche. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ce que je voulais surtout, c'est d'aller là où les autres n'allaient pas. Je voulais de pouvoir parler de choses qui étaient trop souvent laissées dans l'ombre. Soit qu'on en parlait toutes d'une même façon, soit on n'en parlait pas assez. Alors, pour moi, je trouvais que je faisais ça. Là. J'étais, comme je dis dans l'introduction, j'étais devenue un peu l'experte, malgré moi, de l'art de se mettre la tête sur le bio. Mais c'est parce que je voulais qu'on parle de choses, d'ouvrir, parce qu'au Québec, on a tendance, des fois, à ne pas vouloir débattre des choses qu'on considère un peu indélicates ou qui nous portent ombrage, qui nous font ombrage. Ce que je retiens de cette expérience, après avoir arrêté, c'est que quel soulagement de ne pas être dans le collimateur à chaque semaine, d'être obligé d'accoucher d'une idée, puis de l'avoir... on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. C'est un stress épouvantable. En plus, je devais dévorer toute l'actualité tout le temps. Et l'actualité est franchement déprimante. Ça y est bonne dans une balado. On a le temps, on n'est pas dans le... Non, mais j'y pense. J'aimerais ça. Parce que je pense que l'avenir est plus dans des choses plus... où on a plus de liberté, plus de contrôle. On n'est pas dans l'urgence de commenter absolument ce qui vient d'arriver. Absolument. C'est drôle parce qu'avant que j'appuie sur le bouton enregistrer, vous me disiez, vous êtes allé au Monde à l'envers parce qu'il y a une des chroniques dans la section pandémie où vous défendez un peu Stéphane Bureau avec son entrevue avec Didier Raoult à Radio-Canada. Il s'est fait taper sur les doigts. Par rapport au dialogue, à tendre des perches. Je comprends l'idée de Stéphane Bureau. Je suis pas sûr qu'il l'a bien rendu, mais Didier Raoult, pour moi, restait quelqu'un
de problématiques. Puis je suis pas sûr qu'on avait absolument besoin d'y donner toute cette tribune-là, alors qu'il y a des gens qui travaillaient fort pour réellement aider les autres dans cette pandémie-là et non pas nourrir leur propre ego narcissique. Je suis pas sûre non plus que c'était le meilleur choix, mais moi, je réagissais pas au fait qu'il avait choisi cet homme-là puis qu'il voulait le faire entendre. Je réagissais aux réactions. Oui, voilà. Qui n'avaient vraiment aucun bon sens. Où on est tombé là-dessus comme si c'était la pire chose et que c'était... On parlait de la vérité, que la vérité, c'était contre la vérité. Et qui a la vérité? Il n'y a personne qui a la vérité sur la pandémie. Là. On est en train de... Ça change, la science change. Ben, à part qu'il n'y a pas eu autant de morts qu'on pensait à cause des vaccins. Oui. Ça, on peut quand même le dire. Absolument. Mais avant d'avoir la vérité, il va falloir attendre bien longtemps. Tout à fait. Et c'est une façon de faire taire le monde en disant, nous, on a la vérité. Il y a des gens qui ont la vérité et toi, tu ne l'as pas. Ça, c'est inacceptable comme point de vue et c'était très, très courant. Donc, pour moi, c'était sûr que c'est vrai que c'était pas un bon... C'est un bon intervieweur. Stéphane Bureau, c'était pas sa meilleure entrevue. Non, ça, on a le droit de ne pas être transcendant dans toutes nos entrevues. Il a passé à côté. On voyait qu'il ne voulait pas absolument parler de l'hydrochloroxine, mais il voulait parler du fait qu'on ne pouvait plus se parler, mais c'était trop mou et trop vague. Et bien, il n'est jamais sorti de la gare avec son train, là. Alors, c'était raté, puis il ne fait pas la rater, celle-là. Mais ça ne méritait pas les réactions. Mais ça ne méritait pas des réactions outrées comme celle-là. Mais en fait, moi, ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est comme si personne s'était questionné sur l'excuse qu'on a donnée, c'est-à-dire on veut ouvrir le dialogue. Mais le dialogue dans les médias n'existe pas. Il faut arrêter avec cette histoire qu'on dialogue. Je suis à la même place. On ne dialogue pas. C'est un intervieweur qui questionne quelqu'un qui ne s'engage pas lui-même la plupart du temps, qui ne va pas donner son point de vue parce que ce n'est pas sa job, c'est pas comme ça que ça marche les médias. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, c'est pas vrai. Non. Et donc, on met sous le parapluie du dialogue beaucoup de choses qui, dans le fond, sont surtout fait de donner la parole à. Ça m'interpelle. C'est pour ça que ça m'a étonné. Vous me disiez, j'étais là au Monde à l'envers, ça s'est bien passé. Parce que on regarde le panel de gens qui sont là-dessus. Je pense qu'ils ont travaillé un peu là-dessus parce qu'au début, on parlait pas de Judith Lucier ou Louis T ou des gens comme ça. C'était Guy Nantel qui tonitru ses inepties tout le temps trop fort depuis longtemps. Puis je trouve que cette idée du dialogue, pour moi, un dialogue médiatique, là, c'est t'as des journaux plus à droite qui mettent de l'avant un propos plus à droite, t'as des journaux plus à gauche qui font la même chose. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de journaux à gauche, mais d'inviter des mêmes gens sur un plateau, on fait le jeu souvent, entre autres, de l'extrême droite de plus. Pourquoi l'extrême droite est en pleine montée en Occident? C'est parce qu'on est dans le dialogue avec ces gens-là, puis on les laisse trop parler, à mon avis. Et puis parce que souvent, c'est des bons tribuns. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Oui. Et c'est souvent des gens qui connaissent bien les rouages de la parole publique, qui s'en emparent avec beaucoup de verve et de truculence. Alors que souvent, les gens de gauche sont un petit peu... il y avait eu cette grande c'est un peu des pelletes de nuages, mais on sent moins la maîtrise du dialogue médiatique. On sent moins, C'est vrai. Oui, et donc, le dialogue part déjà sur des bases qui sont pas les mêmes, qui sont pas égalitaires. Et les contraintes médiatiques, c'est-à-dire vous avez un plateau qui dure 10 minutes, avant une allée à la pause, on revient. C'est pour ça que la balado est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. C'est que le média traditionnel n'est pas le lieu du dialogue. Il faut arrêter de nous faire croire que c'est effectivement là que ça va se passer. On n'en parle jamais non plus, mais ces questions des pubs qui saucissonnent les émissions empêchent la pensée de se développer, empêchent un véritable échange, et on n'y arrivera jamais tant que ce modèle médiatique heureusement, c'est des sera pubs, celui-là. C'est des pubs sur plus de vélos. Voilà. C'est des pubs sur moins de pollution. J'ironise. Mais donc, ça s'est bien passé au Monde à l'envers. Oui, ça s'est bien passé parce que d'une part,
Stéphane Bureau a crevé l'abcès qui était celui de mon congédiement, qui était quelque chose qui était... Donc, moi, j'avais de la difficulté à aborder parce qu'on m'avait bien dit qu'il ne fallait pas que j'en parle, etc., etc. Et lui, il l'a fait très vertement et directement. Et ensuite, on a pu parler de pourquoi ce livre, sur la question de la liberté d'expression, parce que c'est ça que ça pose comme question, pas seulement mon congédiement, mais aussi toute la question de comment on a géré la pandémie et comment les médias fonctionnent en ce moment. De plus en plus, en dehors de la pandémie, il y a une frilosité, là. Tu sais, je suis d'accord que les médias ne sont pas nécessairement le meilleur endroit pour le dialogue, mais c'est de plus en plus vrai, là. Je veux dire, c'est maintenant toutes les grandes instances de censure qui ont commencé, soi-disant, avec des woke, comme Slav, Kanata, les spectacles de Robert Lepage qui ont été arrêtés après des plaintes, l'affaire de la chargée de cours de l'Université d'Ottawa qui a été suspendue, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le CRTC qui somme Radio-Canada de se retirer, de s'excuser pour avoir dit le fameux mot en haine. Tout ça, c'est... Vous pouvez le dire si vous voulez, le mot. Le mot... Le fameux... Non, on n'est pas obligé non plus. Non. Mais il y a des moments où c'est important de le dire, puis il y a d'autres moments où c'est moins important de le dire. Ça, au moins, Mais en même temps... Et c'est ces grandes institutions-là, médiatiques, universitaires, culturelles, qui font le travail de nettoyer la place, de nous dire de se taire. Tu sais. C'est pas, moi, c'est pas le problème, c'est pas que les woke s'en plaignent. Ils font leur travail de militants. Le problème, c'est que c'est les institutions, puis ça, j'ai réussi à le poser à Stéphane Bureau, et toute la salle s'est mise à applaudir. Évidemment, parce qu'à Québécois, ils ne gênent pas, eux autres, pour dire pas mal ce qu'ils veulent, mais c'est pas mal du même sens. C'est toujours aussi. Dans le même sens. Mais c'est ces gens-là qui se plaignent. Oui, de la censure. Absolument. Absolument. Mais je veux dire, Joseph Facal fait des chroniques abracadabrantes. Et il dit des énormités. Il n'y a personne qui l'empêche. Oui. Fait que c'est pour ça que je suis toujours un peu mitigé sur cette idée de bien en fait, Radio-Canada, c'est les patrons qui sont frileux. C'est pas tant le problème les gens qui se plaignent. Non, absolument. Absolument. C'est les patrons. La façon qu'on congédie les mondes, qu'on les suspend, le moindrement qu'il y a une plainte en ce moment à CBC et à Radio-Canada, c'est un autre sujet d'un autre jour. Tout à fait. C'est assez épouvantable. Tout à fait. Mais c'est des pleutres. Ce sont des pleutres. Oui. On veut pas de controverse. Non. Alors, on arrête ça tout de suite et tu rentres chez vous, puis on te... C'est pour ça qu'on est bien. Mais par contre, on se nourrit des controverses des autres. Ça, mais c'est pour ça, Francine Pelletier, qu'on est... Si vous saviez comme on est bien en balado... merci d'être venu nous parler de l'art de se mouiller. Évidemment, il y a des sujets que vous traitez dans vos chroniques que j'ai pas abordés parce que le temps manquait, puis bon, en même temps, je veux que les gens aient quelque chose à lire encore. C'est ça, je veux pas tout... mais voilà. Alors, on se procure, c'est l'art de se mouiller, c'est chez Éco-Société. Merci. Hélène Faradji, merci. Ah, plaisir. On se retrouve bientôt. On a un enregistrement la semaine prochaine devant le public. Je sais pas quand il va être diffusé, mais on va se revoir bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Et oui, déjà, le 15e épisode est derrière nous. Je veux remercier Hélène Faradji pour, encore une fois, une grande chronique. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense qu'on peut dire ça à chaque fois. Et moi, comme je disais au début de sa chronique, moi, je reçois parfois son sujet, mais des fois, non. Des fois, j'ai juste une ligne et des extraits, et j'arrive pas à relier les deux. Et je suis toujours complètement flabbergasté quand la chronique se termine d'Hélène, parce que tout s'éclaire. Alors, merci Hélène. Merci à Francine Pelletier. Vraiment un entretien passionnant. Je m'attendais pas à ça. Pas que je m'attendais pas à ce que ce soit pas bon, mais j'avais lu évidemment son recueil de chroniques, mais je la connaissais pas. Je l'ai croisée une fois dans mon ancienne vie de co-animateur. Elle était venue accompagner Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'elle faisait un documentaire sur lui. Et elle était affairée, évidemment, on n'avait pas eu le temps de se parler. C'est la seule fois que je l'ai croisée dans la vraie vie, là, sur des plateaux, sur des engagements télé ou radio. Donc, vraiment, ça a vraiment bien cliqué. Et quel parcours! Je repense encore à son histoire de voir son nom épinglé sur le cadavre de Marc Lépine. Évidemment, on ne l'a pas vu, mais de toute façon, on l'avait entendu, mais j'ai repensé à ça une partie de la semaine. C'est un autre contexte, vraiment. Les années 80, le féminisme dans les années 80,
versus aujourd'hui. Puis là, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est rien, mais on voit quand même comment les époques peuvent être différentes pour une même cause. Alors, merci vraiment Francine Pelletier. On se procure évidemment l'art de se mouiller. Son recueil de chroniques paru chez Éco-Société, on se le procure bien sûr chez un libraire indépendant. Voilà. Je vous parle de l'épisode devant public qui sera enregistré la semaine prochaine. C'est le 27 janvier. J'en ai déjà parlé ici, mais je rappelle, parce que je veux vous y voir. Je veux remplir la salle. J'aimerais ça quand même. En tout cas, j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, c'est à la Maison de la Culture Maisonneuve, c'est à Montréal. Les laissez-passer sont déjà en circulation. Vous pouvez aller en personne les chercher. Il n'y a pas de frais du tout. En ligne, il y a des frais de 2,50 $ pour venir assister à cet épisode où Godefroy Larando, Hélène Faradji, Mathieu Bellil seront là, en chair et en os, et on aura les gens de la firme Polygone qui m'ont offert de piloter cet exercice de cartographie conceptuelle. Donc, on va dévoiler les résultats. J'ai rien vu. En fait, j'ai vu une des cartes c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Et on va faire quelque chose d'assez élaboré parce que on va, quand l'épisode va être diffusé, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé, ce ne sera pas l'épisode du 28, parce que ça, on l'enregistre le 26 ici dans les luxueux studios de la balado, mais je vais probablement le publier quelque part au mois de février, et il y aura, via probablement l'infolette, je vais envoyer les documents, les PDF de Polygone. Alors les gens pourront suivre en même temps que nous, on va les dévoiler lors de l'enregistrement. Vous pourrez suivre et voir cette fameuse cartographie conceptuelle et les idées qu'elle renferme pour voir comment les auditeurs et les auditrices de la balado qui ont participé à l'exercice s'imaginent le futur de la balado. C'est vraiment un exercice complètement fucked up, je dois le dire, et vraiment excitant. Donc, si vous voulez venir assister à ce dévoilement-là, puis là, il y a une possibilité même que des auditeurs viennent au micro. On est en train de patenter ça là, avec la Maison de la Culture, mettre des micros. J'aimerais ça qu'il y ait une discussion autour de ces idées-là qui ont été avancées, puis qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut les matérialiser. Donc, ça sera le 27 janvier, vendredi prochain, c'est à 19h30. C'est une formule cabaret, je pense qu'il y a de l'alcool même. Bon, là, évidemment, on le sait, vous ne pourrez boire que probablement un verre si vous suivez les nouvelles recommandations de Santé Canada. Mais ça va être le fun, là. Il va y avoir quelque chose de festif. Je sais qu'il y a déjà une quarantaine de billets qui sont réservés. La salle contient 140, mais elle est modulable si jamais elle n'est pas pleine. Mais anyway, on enregistre un épisode. Fait que venez donc. Ça va être bien plus simple. Donc, lundi, je vais probablement envoyer une infolette. Peut-être en fin de semaine, mais je pense que ça va être plus lundi où il y aura toutes les informations, comment se procurer les laissez-passer, si jamais vous avez rien compris avec vos oreilles, ce qui peut arriver, parce que vous faites d'autres choses. Vous êtes en auto, par exemple, au chalet, ou en roulant vers le parc du Mont-Offord pour aller faire 15 km de ski de fond. Donc, j'enverrai les informations, mais j'aimerais vraiment ça que vous soyez là. Bon, on va terminer en chanson. J'avais pas d'idée de pièces à mettre. Et là est arrivé le décès de David Crosby. Moi, je suis pas le plus grand fan de Neil Young puis de ses incarnations de groupes dont Crosby, Still, Nash, Young et Crosby, Still, Nash ou Crosby, Still, Young. Moi, c'est via les Byrds que j'ai découvert le travail de David Crosby. Mais avant tout, j'ai découvert les Byrds, parce qu'évidemment, c'est pas ma génération, là, c'est les années 60, via Sebado, un groupe de lo-fi du Massachusetts, piloté par Lou Barlow. Lou Barlow, qui, pour les amateurs de musique grunge, était le bassiste de Dinosaur Jr. avant que le chanteur le crisse dehors, sans l'avertir. À un moment donné, il s'est rendu compte que le groupe avait un show puis il n'avait pas été appelé. Il a par la suite fondé Sebado. Et sur l'album Smash Your Head on the Punk Rock, album sorti en 92, il y a une reprise. Il y a une reprise des Byrds. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert David Crosby. Donc, c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Everybody's Been Burned. Bonne semaine tout le monde. Everybody has been burned before.
Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me. We know that door shuts just before get to the drain. You see, die inside when you choose